Frédéric Roule, c'est mon invité de ce matin et c'est vraiment un grand enthousiasme de continuer, malgré cette situation, à rencontrer des personnes qui œuvrent pour préserver cette culture, cet art, dans cette période si particulière. Directeur de l'Opéra Grand Avignon, Frédéric Roule, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors merci beaucoup d'avoir accepté ce petit moment pour se rencontrer, pour parler de votre nomination de cette direction, pour parler aussi de cette situation qui, j'imagine, doit être un petit peu angoissante en tant que directeur d'opéra ou acteur culturel ou personne œuvrant pour la promotion de la culture. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Elle est un peu morose plus qu'angoissante. Je n'ai pas d'angoisse à long terme. Je me dis cette situation, un jour ou l'autre, va finir par se rétablir, on va retrouver le goût de la vie, on va retrouver le plaisir d'être ensemble, de se toucher, de respirer ensemble dans une même salle. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de traversée du désert comme ça, pour les artistes surtout, pour le public aussi, qui est privé voilà, de ces plaisirs de sortie, de cette émulation que la culture constitue dans une société. Donc, mais ce n'est pas que la culture, c'est aussi voilà, tout le lien social qui, pour le moment, je trouve, est très particulier. On ne voit plus... Alors, on a le plaisir ici, parce qu'on est à distance, de se voir sans masque. Très loin. mais sinon, quand on croise les gens dans la rue, on ne voit plus que le haut du visage. On ne peut plus se toucher, on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus se serrer dans les bras. Donc, tout ça fait créer une sorte de vision de la société qui est extrêmement, je dirais, clinique et triste. Voilà, et j'espère vraiment qu'on pourra en sortir. Alors, vous avez été nommé à la direction en janvier de l'année dernière, il me semble, c'est ça ? Oui, alors la nomination a eu lieu en décembre 2021, et puis je suis entré en fonction depuis le début septembre. Début septembre, ouais. Exactement. Donc vous avez pris quelque part un petit peu vos marques, mais elles ont été peut-être un peu dénotées par des actions d'urgence. Mais oui, on a un peu le sentiment d'être Pénélope attendant Ulysse, hein, donc on tisse la journée et on détisse la nuit, ce qu'on a fait pendant la journée pour jouer la montre. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on est en plein élan, qu'on sent qu'il y a dans cet opéra Grand Avignon un regard qui est tourné vers l'avenir, une volonté de renouveau, un théâtre nouveau, enfin un théâtre ancien, mais qui est en travaux, qui va rouvrir en janvier avec un bâtiment absolument extraordinaire, une autre salle qui est l'autre scène à Vedennes, dans laquelle on présente aussi des spectacles et qui maintenant est intégrée complètement à l'opéra et permet justement le développement d'un projet à multifacettes pour différents publics, etc. Donc on est vraiment dans une phase d'élan vers l'avenir, et cet élan se trouve brusquement freiné. Voilà, donc on mord un peu sur notre chic. Mais vous gardez quand même cette énergie, et ça, bravo, parce que justement les deux spectacles qui ont lieu prochainement, l'Histoire du soldat et Le Messie du peuple chauve, sont maintenus d'une manière un petit peu différente, mais sont quand même maintenus, donc pourront être vus par l'outil Internet, puisqu'il y a une diffusion, une captation et une diffusion. Il y a quand même cette frustration justement du spectacle vivant qui ne sera pas peut-être un spectacle vivant, puisqu'il n'y aura pas le public, mais vous avez quand même décidé de maintenir cela. Pourquoi ? Ça me paraissait important pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont deux productions maison, donc qui impliquent beaucoup d'artistes de la maison, et qui impliquent aussi des artistes extérieurs qui sont en préparation de ces projets depuis très longtemps. Dans l'un des deux cas, Le Messie du peuple chauve, il s'agit d'une création, donc d'une musique nouvelle composée par Éric Breton. Le compositeur travaille sur ce projet depuis des années. Le metteur en scène et son équipe travaillent sur la conception de la réalisation depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc tout ça a été mis en route. Et puis les artistes, les chanteurs qui ont appris cette partition nouvelle qui n'existe pas. Donc voilà. Donc il y a un effort de préparation et une dynamique de création qui est en route, qu'il me paraissait cruel et même impossible d'arrêter.
Pour l'histoire du soldat, c'est le ballet qui est en jeu, le ballet maison, avec la chorégraphe Eugénie Andrin. Là aussi, il y a une belle énergie qui est en route depuis un moment autour de ce projet. Donc il me paraissait impossible d'arrêter ce processus. Et il fallait dire aux artistes, oui, ce que vous faites a du sens, continuez et on va jusqu'au bout. Et pour le public aussi, je pense que c'est important de continuer à avoir des rendez-vous par d'autres biais, du coup, puisque le public ne peut pas venir dans les salles, mais de dire, voilà, l'Opéra Grand Avignon continue d'exister en dépit du virus, continue de produire en dépit du virus, et vous offre ces spectacles sous une autre forme, à domicile. Donc ouvrez votre télévision, votre ordinateur, et puis regardez ce qui se passe, et il va y avoir des choses bien. Il se fait en plus, enfin là c'est un peu du hasard, mais que ce sont 2 productions qui, à mon avis, sont très adaptées au petit écran. L'histoire du soldat par son format, parce que c'est moins d'1 heure, c'est une histoire en famille, c'est un mimeodrame, donc avec une bande son, puis des danseurs qui jouent des personnages mais sans les réciter. Donc on est dans une forme qui est en fait assez particulière et assez adaptée, je trouve, à une version numérique. Et pour le Messie du peuple chauve, on est sur une fable contemporaine, on est sur une fable qui raconte le monde d'aujourd'hui, ses interrogations, en particulier l'interrogation écologique, l'interrogation sur la déforestation, le devenir de la nature dans le monde, etc. Donc ce sont vraiment des questions qui nous traversent aujourd'hui, et avec une musique qui est extrêmement accessible, extrêmement, même si elle n'est pas simpliste, elle est très mélodique, très facile à écouter, et donc c'est un spectacle qui peut être, à mon avis, vu très facilement aussi dans ce genre de circonstances. Et de ce fait, ce sont vraiment des spectacles qui sont offerts, donc offerts gratuitement, accès gratuitement. Ça aussi, j'imagine que c'est un gros sacrifice aussi pour la Maison de l'Opéra, donc c'est peut-être important de le souligner aussi. Financièrement, c'est sûr que c'est un effort, parce que déjà on perd la recette de billetterie, donc on n'a pas la recette attendue dans les salles, et puis en plus on a évidemment les coûts de réalisation aussi, technique de la captation, et on offre gratuitement au public. Mais ça me paraissait important quand même, voilà, de faire un geste fort et significatif, même si ça a un coût derrière. Oui. Alors vous êtes directeur et vous êtes aussi à la fois un artiste dans le sens noble du terme, puisque vous êtes un metteur en scène. Donc justement, est-ce que cette sensibilité-là d'artiste vous affecte peut-être plus parce que vous mettez aussi à la place des artistes qui sont en silence d'une asphyxie arrêtée, quoi, quelque part. C'est évident. Je pense que pour un artiste, le besoin de créer est un besoin vital. Voilà. C'est quelque chose au-delà de la rémunération, au-delà des considérations de métier et puis de statut, etc., qui sont importantes. Mais au-delà de ça, il y a ce besoin de créer, ce besoin d'agir, ce besoin de dire on est en réceptivité par rapport au monde qui nous entoure, on transforme ça en un geste artistique, en une écriture, en une interprétation, en chant, en musique. Enfin voilà, donc ça, je pense que les artistes vivent tous ça, et être privé de ça, c'est une privation qui est lourde, qui est vraiment lourde. Donc pour moi, c'est très important de continuer. Oui. Mais on a pu s'en apercevoir d'ailleurs par rapport à la présentation de la programmation que vous avez réalisée à quatre mains avec votre collègue, on peut dire, votre co-directeur, jusqu'au mois de fin décembre, Pierre Guiral. Votre programmation est vraiment axée sur le lien social, puisque vous faites aussi des mises en scène participatives avec le public. Alors justement, ça aussi, c'est une autre manière de rendre accessible l'opéra en impliquant en fait le grand public. C'est aussi une impulsion que vous avez envie de mener à bien à l'Opéra d'Avignon. Absolument, donc ce sont des projets qui vont se poursuivre et se développer ici aussi. C'est pour moi une manière de renforcer l'accent sur un des éléments du spectacle, qui est que le spectateur, par sa présence dans la salle, est d'office acteur de la représentation aussi. Il y a de toute façon dans tout spectacle, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent sur scène, mais il n'y a pas un mur entre la scène et la salle, et l'interaction émotionnelle et réactionnelle entre ce que vit le spectateur à un moment donné et ce que vit l'acteur, le chanteur
sur scène, c'est ça qui fait sens dans le spectacle. Et les formes participatives, les formes d'opéra participatif ou de spectacle participatif renforcent un peu cette dynamique-là, puisqu'on demande aux spectateurs de s'investir physiquement et par le chant ou par la parole dans le spectacle et d'interagir à certains moments. On en fait un acteur à part entière, on va dire. Donc c'est une manière de souligner ça. Effectivement, c'est pour les spectateurs qui le vivent, une prise de conscience souvent de cette dimension-là, et il y a un investissement, il y a du coup une responsabilisation, il y a quelque chose d'encore plus fort qui se trame dans ces nœuds-là. Donc oui, c'est des formes auxquelles je crois. C'est une prise de conscience que la mise en place de cet opéra demande un investissement oui, personnel en amont. Oui, ça fait partie effectivement de cette dynamique-là. La représentation d'un spectacle, c'est évidemment le point culminant, puisque c'est le moment de la rencontre unique et indépassable entre les spectateurs et les chanteurs, et absolument unique, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas répétable, même si on fait 10 fois le même spectacle, ce sera 10 fois quelque chose d'autre au niveau de l'émotion, au niveau de la rencontre, etc. Donc ce côté unique, il est là, effectivement, il est cristallisé là, mais il n'existe que parce qu'il y a une préparation de ça, et il y a même une décompression derrière qui est importante aussi. Et c'est important pour moi aussi, même en dehors de l'opéra participatif, dans les créations, d'inviter le public à certains moments, ceux qui le veulent en tout cas, à assister à des étapes de création, à rencontrer les artistes avant, en amont, à les rencontrer après. Voilà, de poursuivre cette relation au-delà du moment unique que constitue le temps de la représentation. Je pense que c'est une manière de concevoir les choses plus globalement et qui implique le spectateur davantage, effectivement. Quel est le lien que vous avez avec la ville d'Avignon? Parce que vous venez du Nord, je crois, non? Je viens de Belgique. C'est le Grand Nord, là. C'est le Grand Nord. Mais j'ai été à Rouen entre-temps, vous avez donc je fais quand même les choses par étapes. Non, c'est une ville que j'aime beaucoup et que je connais en fait depuis très longtemps, parce que j'ai passé beaucoup de mes vacances dans le Luberon, pas loin. Et voilà. Et quand j'étais adolescent et jeune adulte, j'y venais chaque année, donc je connais la région vraiment très très bien. Et chaque fois que je venais en vacances ici, il y avait un passage par Avignon qui était presque une étape obligée. Donc j'y venais au moins une fois par an à Avignon, et j'ai toujours beaucoup aimé cette ville, son histoire, son côté unique, parce que c'est quand même incroyable cette histoire qu'elle a été pendant un siècle la capitale de la chrétienté. Il en reste des traces monumentales, puisque le Palais des Papes, c'est pas rien. Et puis c'est une ville aussi qui est exceptionnelle par sa vie culturelle, rien qu'avec le festival de théâtre notamment, enfin voilà, qui est un festival, c'est le plus important festival de théâtre au monde. Dans une ville de cette taille-là, ça crée quand même une identité qui est forte, quoi. Et il y en a des traces dans beaucoup dans le bâti, avec le nombre de théâtres qui existent, et puis même dans une vie culturelle qui perdure tout au long de l'année, qui n'est pas insignifiante pour une taille de cette importance, pour une ville de cette taille-là. Et donc vous allez réintégrer l'opéra du centre, l'opéra historique du centre-ville, justement, c'est aussi quelque chose qui fait partie d'une osmose entre cette passion justement que vous avez pour ce patrimoine, parce que là c'est quand même quelque chose d'assez fort de pouvoir mêler l'opéra à travers un patrimoine historique. Oui, alors c'est assez formidable, parce que c'est un très joli théâtre du milieu du 19e siècle, voilà, qui demandait, notamment pour des raisons de sécurité, des travaux importants, et ça a été fait avec beaucoup d'intelligence par les collectivités, en particulier par le Grand Avignon qui régit ce théâtre-là. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits, mais pas démesurés. Je pense que c'était juste la bonne mesure, c'est-à-dire que tout ce qui devait être fait a été fait. On a un outil qui est remis à neuf complètement, mais sans qu'il y ait eu une débauche de moyens exagérés, voilà, qui aurait été peut-être pas de très bon goût dans un monde qui est socialement tendu. Donc voilà, on a, je pense, fait ce qu'il fallait. On va avoir un théâtre qui est remis à neuf, avec beaucoup de respect du bâti historique, et en même temps avec toute la modernité nécessaire, notamment
du point de vue des outils scéniques, mais aussi des normes de confort pour le spectateur, l'espacement entre les sièges, la climatisation, enfin ce genre de choses, l'accès pour les personnes à mobilité réduite, voilà, qui sont des choses importantes aujourd'hui. Tout ça a été fait dans les règles de l'art avec beaucoup de sagesse. Et quelle est l'ambition que vous souhaitez mettre en œuvre justement par rapport à votre direction? Donc là, vous avez créé cette programmation à quatre mains. La programmation Frédéric Roulle, c'est à partir de janvier. Ouais. L'année prochaine, vous serez donc maître d'œuvre de cette programmation. Vous avez quelques idées justement pour continuer cette éthique d'accessibilité? Oui, mon but, c'est vraiment à la fois d'ouvrir l'opéra à différents répertoires. Donc, il y a beaucoup de titres nouveaux qui vont être faits. Certains titres d'ailleurs du répertoire ancien, hein, mais qui n'ont jamais été faits à Avignon ou rarement. Donc, pour moi, c'est important pour créer plus de diversité dans les publics d'aller vers des territoires nouveaux. Des hybridations de formes aussi, voilà, du travail un peu plus avec des musiques d'aujourd'hui, des musiques du type rap, musique électro, enfin des choses comme ça qui viennent contaminer certaines formes. Et puis voilà, une dimension de collaboration qui va au-delà des frontières, donc des collaborations internationales qui vont se mettre en place un peu plus. Et puis voilà, cette volonté de travailler en lien avec les populations aussi, avec des projets divers, mais qui vont aller toucher différentes couches de la population, quelle que soit leur origine d'âge ou leur origine sociale. Ça me paraît des choses assez fondamentales. Et la place de la création dans tout ça? Il y aura beaucoup de créations, et notamment des résidences d'artistes. Donc pas seulement moi qui suis metteur en scène, comme vous l'avez souligné, et qui suis forcément artiste résident par nature, mais aussi d'autres résidences artistiques, metteurs en scène, compositeurs, qui seront établis dans les années à venir. Donc ça permet d'établir des compagnonnages qui débouchent sur des projets importants, mais qui ont aussi voilà, des étapes de parcours qui seront accessibles au public et différentes rencontres de divers types. Et quelle est la synergie que vous allez continuer à mener avec le ballet enfin, on le souligne, mais l'Opéra d'Avignon est la plus petite maison d'opéra à avoir son propre ballet. Quels sont les projets pour le ballet? Oui, le ballet est dans une phase charnière. Donc c'est un ballet qui a jusqu'ici un répertoire essentiellement néoclassique, même s'il y a eu quelques incursions dans le contemporain ou dans la danse baroque. Et je vais développer un peu davantage les projets d'écriture plus contemporaine, en faisant notamment appel à des chorégraphes importants, voilà, de notre temps, qui vont venir faire des créations pour le ballet. La première d'entre elles, c'est cette saison, c'est avec Jean-Claude Galota au mois de mai. Donc Jean-Claude Galota va créer une pièce qui s'appelle L'Art d'aimer, spécialement pour le ballet, avec une nouvelle musique, jouée par l'orchestre. Enfin, c'est un projet important. Et puis on va constituer comme ça progressivement un répertoire un peu renouvelé qui devrait permettre au ballet de tourner davantage aussi, parce que voilà, je crois que c'est important que le ballet ne soit pas basé que à Avignon, mais puisse tourner avec ses spectacles et être accueilli dans différentes maisons. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'opéra sur le monde. Oui, on peut résumer ça comme ça, voilà. Je crois que c'est une belle ambition. Mis à part l'opéra, la mise en scène et le patrimoine, qu'aimez-vous sur Avignon? La nature magnifique, hein, les oliviers, l'île de la Barthelasse, lieu de promenade formidable, le climat qui est extraordinaire, la gastronomie qui est formidable aussi. Et il y a, je trouve, à Avignon une qualité de relation humaine qui est assez appréciable. C'est une ville où on se sent très vite accueilli. Je trouve les gens très communicatifs, même dans les commerces, etc. On parle très facilement, on a très facilement quelques mots qui dépassent la simple relation marchande. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très appréciable. Alors, merci beaucoup et puis restez avec nous longtemps. Merci beaucoup, Marie-Céline. Merci beaucoup.